Alors Socrate, comment tu te sens? T'es heureux? T'es heureux d'être là? Ouais? Allez, laisse-moi faire ma vidéo. Salut, j'espère que tu vas bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo à l'intérieur comme ici. Je dois dire que pour l'instant en Belgique, au niveau de la météo, c'est pas hyper agréable. On a eu de la neige, on a beaucoup de gel, les terrains sont inondés et c'est vraiment la grosse gadoue. Donc c'est vraiment pas un temps top pour pouvoir profiter d'une bonne sortie. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo sur comment bien débuter la détection de métaux. Alors cette vidéo, elle ne s'adresse pas uniquement à la Belgique, ce sera autant pour la France que pour la Belgique. Il y aura juste certains points en plus au niveau de la Belgique en ce qui concerne les permis, donc les autorisations à avoir pour pouvoir détecter en Flandre ou en Wallonie. Si tu es français et que tu habites près de la frontière, eh bien c'est valable pour toi aussi parce que tu peux obtenir ce permis pour pouvoir venir détecter en Belgique. Allez, c'est parti. Alors, l'appareil est composé d'un système électromagnétique qui envoie des ondes perpendiculairement au disque. Ces ondes traversent toutes les matières, mais quand elles rencontrent un métal, il engendre par induction ce qu'on appelle un courant de Foucault, c'est-à-dire une sorte de rayonnement qui va venir déséquilibrer le système et émettre un signal. La fréquence de cette onde, elle est exprimée en kHz. Je prends l'exemple d'un détecteur qui travaille en 15 kHz, et bien cela signifie qu'il va émettre 15 000 fois ce signal à la seconde. Donc tu l'auras compris, la fréquence, elle affecte grandement la capacité du détecteur. Plus la fréquence sera basse, plus tu pourras aller profond, mais tu ne pourras pas prendre des toutes petites cibles. Et inversement, plus la fréquence sera haute, moins tu iras profond, donc tu perdras en profondeur, mais tu pourras aller prendre des toutes petites cibles. Certains détecteurs sont équipés du multifréquence. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, au lieu d'envoyer une onde à 15 kHz par exemple, le détecteur va envoyer plusieurs ondes en même temps et donc il va aller prendre autant les grandes cibles qui sont profondes que les petites cibles qui sont moins profondes. C'est notamment le cas du Vanquish de chez Minelab par exemple, ou encore maintenant du nouveau Expedius 2, mais ça on en parlera tout de suite. Alors il faut savoir que les détecteurs de métaux peuvent localiser n'importe quelle cible tant qu'elle est en métal. Alors ça peut être du fer, de l'or, de l'argent, du cuivre, du bronze, de l'étain, du plomb, et sous n'importe quelle forme. Ça peut être des tôles, ça peut être un bijou, ça peut être une monnaie, et d'autres éléments composés de métal. Alors, il faut savoir que l'âge des métaux remonte à environ 2000 avant notre ère, soit plus de 4000 ans. Alors, qui d'entre nous n'a jamais perdu une petite pièce qui traînait dans sa poche ou laissé tomber une petite monnaie par terre, etc. Voilà, c'est déjà arrivé à tout le monde de perdre un petit objet ou une petite monnaie. Il suffit d'imaginer ça sur plus de 4000 ans, ce qui est vraiment gigantesque. On y trouve le plus souvent des petites monnaies, qu'elles soient en cuivre, en bronze, en argent ou encore parfois en or, mais ça c'est un petit peu plus rare. On y trouve aussi également des bijoux, que ce soit des bagues, des pendentifs, des boutons, des boucles, des objets en lien avec la Première ou la Seconde Guerre mondiale aussi, et plein d'autres petits objets qu'on a perdus au fil du temps. Et il faut savoir que ces objets peuvent parfois dater de plusieurs milliers d'années, ce qui est vraiment exceptionnel. Donc vous imaginez que si vous trouvez un jour un potin, donc le potin c'est une monnaie gauloise, donc c'est une monnaie qui a quasi 2000 ans, imaginez que quand vous le trouvez, eh bien ça veut dire que la dernière personne qui l'a eu en main, c'était un Gaulois. C'était un Gaulois. C'est incroyable. Alors ça, c'est une question qui revient très souvent. Il faut savoir qu'il existe beaucoup de choix en ce qui concerne les détecteurs de métaux. Alors pour ma part, si tu me suivais déjà à ce moment-là, j'ai commencé avec un Quest Q20 qui était un détecteur d'initiation, mais il est aujourd'hui totalement dépassé par ce qui se fait sur le marché. Alors pour débuter, certains détecteurs sortent un petit peu du lot et c'est notamment le cas du Vanquish de chez Minelab qui a une très bonne réputation et qui n'a plus rien à prouver tellement il est efficace autant en plage qu'en champ. C'est un détecteur qui est simple, qui est efficace, qui est puissant et qui en plus est équipé du multifréquence dont je parlais tout à l'heure. Donc pour te resimplifier le multifréquence, par exemple mon Quest Q20 travaillait en 9 kHz. Le Simplex de chez Nocta Macro travaille en 12 kHz et un autre exemple, le Garrett Ace 250 travaille en 6,5 kHz. Et bien le Vanquish lui va travailler sur plusieurs fréquences en même temps qui vont de 5 à 40 kHz. En gros c'est comme si on avait plusieurs détecteurs de puissance différentes dans une seule machine. Personnellement, en fonction de ton budget, je partirais sur un Vanquish 340 ou sur un Vanquish 540 si vraiment tu veux te faire plaisir. Mais tu peux également aussi regarder du côté de chez Quest qui a sorti des nouveautés quand même depuis le Q20. C'est notamment le cas du Quest X5 qui est le moins cher du marché ou le X10 Pro qui est vraiment bien complet pour un détecteur d'entrée de gamme. Si jamais tu décides de partir sur un Vanquish et que tu es hésitant entre le 340 ou le 540,
J'ai fait une vidéo sur un comparatif entre les deux détecteurs. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Alors bien entendu, une fois que tu as trouvé ton détecteur, eh bien, il va te falloir quelques accessoires quand même. Dans un premier temps, il va te falloir une pelle afin de déterrer tes trouvailles. Il en existe plusieurs et à tous les prix. Alors la référence dans ce domaine, c'est sans doute la marque Blackada. Personnellement, j'utilise la Blackada Spartan Full Inox, qui est sans aucun doute la meilleure pelle qu'ils ont fabriquée. Alors effectivement, c'est un petit budget quand même, donc j'ai envie de dire pour débuter, ça ne sert à rien de prendre quelque chose de cette gamme-là. Il en existe des moins chers et de toutes les tailles. Et ça, je pense que tu trouveras ton bonheur sur le site de la maison de la détection. Ils ont vraiment un large choix en ce qui concerne les accessoires et notamment les pelles. Et puis en fonction du terrain, tu peux aussi utiliser un piochon par exemple ou un couteau, notamment pratique dans les pâtures dans lesquelles on va faire des trous qui sont très propres par exemple, ou encore en forêt quand il y a des racines. Ensuite, tu peux penser aussi à prendre une paire de gants. Alors moi, j'ai débuté avec une paire de gants que j'ai acheté dans un magasin de bricolage, mais ce sont des gants qui s'usent très très vite et donc on doit souvent les remplacer. Pourquoi c'est important? Eh bien, il faut savoir que quand tu vas creuser, quand tu vas aller chercher dans la terre, eh bien, tu peux tomber sur des métaux qui sont parfois coupants ou encore des morceaux de verre. Et là, j'aime autant dire qu'une paire de gants, c'est vraiment le strict minimum à avoir. Alors ici, pareil, pour ma part, j'utilise les gants Minelab qui sont rembourrés, qui sont hyper solides, qui vont à la machine. Ça coûte un peu plus de 30 €, mais je peux te dire qu'ils ont des heures et des heures et des heures de sortie et qui n'ont pas encore bougé d'un poil. Autre accessoire qui n'est pas indispensable à 100%, mais j'aime autant dire qu'une fois que tu l'as, c'est difficile de t'en passer, eh bien c'est le pinpointer. Le pinpointer, c'est comme un petit détecteur de métaux que tu vas utiliser une fois que tu as creusé ton trou sur ta cible. C'est vraiment une aide pour localiser ta cible rapidement. Quest, Minelab, XP, Nocta Macro. Ici aussi, il y a énormément de choix en pinpointer. Certains peuvent aller sous l'eau, d'autres peuvent identifier si c'est une cible ferreuse par exemple. Et ça, c'est notamment le cas du Profine 35 que j'utilise de chez MyLab. Mais ton choix va vraiment dépendre de tes terrains de jeu et surtout de ton budget. Mais si je peux te conseiller des pinpointers pour débuter, eh bien je te conseille le Huntsmate de chez Quest ou encore si tu as un peu plus de budget, le Mi 4 de chez XP est vraiment très très bien. Autre accessoire qui est obligatoire, eh bien c'est la poche à merdouille. Alors les merdouilles, c'est le terme qu'on utilise pour désigner les mauvaises cibles. Alors ça peut être les morceaux d'aluminium, les canettes, des morceaux de fer rouillé. Voilà, c'est tous les cibles qui viennent polluer les sols et dont on ne sait rien faire. Donc en gros, cette poche à merdouille, c'est ta petite poubelle en fait dans laquelle tu vas mettre tout ça. Car oui, la détection de métaux, c'est aussi un petit peu de dépollution quand même. Et surtout, les agriculteurs sont toujours hyper contents de voir qu'on dépollue leur sol et sont parfois étonnés de voir la quantité aussi de choses qu'on peut retirer de leur terre. Mais en plus de cette poche à merdouille, prévoit aussi une autre petite pochette ou une petite boîte par exemple. Moi j'utilise une boîte à biscuits avec une éponge dans laquelle j'ai fait des découpes afin d'y placer justement les bonnes trouvailles comme les monnaies, etc. Et ça va surtout t'éviter de les perdre sur le terrain parce que je peux te dire que quand tu fais une belle trouvaille et que tu la perds dans la journée, quand tu rentres, tu l'as un peu mauvaise. Alors une fois que tu es équipé pour détecter, eh bien la première étape, ça va être de trouver un terrain sur lequel tu vas pouvoir le faire. Alors il faut savoir qu'il faut toujours demander l'autorisation au propriétaire du terrain pour pouvoir y détecter. Pour ma part, il m'arrive de prendre parfois une après-midi entière uniquement à la recherche d'autorisation. Concrètement, pour ce faire, il va te falloir démarcher directement les agriculteurs. Alors moi, soit je débute par regarder la carte sur Google Maps, et donc je regarde un petit peu dans une zone près de chez moi, sur Google Maps, les fermes que je peux voir, et ensuite je m'y rends et j'espère y croiser l'agriculteur en question pour lui demander l'autorisation. Ou encore aussi quand je me balade, parfois je vais simplement me balader dans la région, je vais un petit peu me perdre en fait, et puis dès que je croise un tracteur ou une ferme, eh bien je m'arrête, je leur explique ce que je fais et je demande l'autorisation pour détecter. Quand on démarche un agriculteur, c'est très important de lui expliquer ce que nous faisons, parce que l'idée de voir quelqu'un arriver avec une pelle et faire des trous dans ses pâtures, ça peut en effrayer beaucoup. Et en cause, certains détectoristes qui passent sans autorisation, qui font des trous, qui ne rebougent pas, qui sont incapables de respecter certaines règles de bonne conduite qui me semblent vraiment primordiales pour une bonne entente avec les agriculteurs. Bon, pour en revenir à notre demande, on lui explique clairement ce que nous faisons. Ma technique, eh bien, c'est de comparer ça un petit peu à la pêche. Donc je leur explique que je ne cherche pas de trésors, je cherche simplement des petits objets qui ont été perdus à travers le temps et que parfois, quand j'ai un petit peu de chance, eh bien, je peux trouver des petites monnaies, des anciennes monnaies qui sont plutôt sympas. Voilà, j'essaye de pas trop rentrer dans les détails au niveau des trouvailles qu'on peut y faire, mais je fais comprendre vraiment le principe en soi de la détection de métaux à l'agriculteur. Je leur explique aussi que parfois je trouve des pièces agricoles
Et ça, ils aiment bien parce que très souvent, ce sont des pièces qu'ils peuvent réutiliser, qu'ils ont perdues lors d'une moisson par exemple, et qui coûtent très cher aussi. Donc pour revenir à la pêche, je leur explique que c'est un peu comme la pêche. On ne sait pas trop ce qu'on va y trouver, parfois rien du tout, mais on a le plaisir de le faire. Et je termine en disant que je ramasse toutes les crasses que je trouve, que ce soit les crasses qui sont dans le sol ou en surface. D'ailleurs, à la fin de la sortie, à la fin de la journée, quand je croise l'agriculteur, eh bien, je vais lui montrer un petit peu toutes les crasses que j'ai trouvées. Personnellement, je n'ai encore esquissé aucun refus depuis que je fonctionne comme ça. Alors, s'il est d'accord, je lui demande son numéro de téléphone. Ça me permet de pouvoir le contacter par la suite pour lui demander un jour une autorisation de sortie sur telle terre, sur telle terre, voir si ça a été semé ou pas, par exemple. Et alors, je lui demande de montrer sur Google Maps, sur mon téléphone, directement me montrer les terres en question. Et donc par la suite à la maison je les délimite proprement sur un logiciel. Enfin voilà, ça c'est ma technique. Si toi tu as une autre technique, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je serais curieux de voir un petit peu comment est-ce que vous fonctionnez pour trouver des autorisations pour les détecter. Alors une fois que tu rentres de ta sortie avec tes trouvailles, il va falloir les nettoyer. C'est une des parties de la détection qui est incontournable et qui est juste hyper satisfaisante de pouvoir aller trouver ce qui se cache sous la terre qui est resté collé sur la monnaie par exemple, de pouvoir l'identifier par la suite en faisant des petites recherches, etc. Mon premier conseil, eh bien, c'est que quand tu rentres de ta sortie, c'est de bien laisser sécher tes trouvailles pour que la terre craquelle un petit peu et puisse se détacher facilement. Ça va t'éviter de gratter trop fort et d'abîmer la monnaie ou l'objet qui se trouve sous cette couche de terre. Alors tu peux grossièrement passer une brosse à dents pour venir retirer la terre une fois qu'elle est bien sèche, mais il faut savoir aussi qu'il existe des kits de nettoyage pour permettre un nettoyage un petit peu plus poussé, un petit peu plus précis aussi. Ce sont des kits qui sont spécialement fabriqués pour ce nettoyage, comme les célèbres crayons à André que j'adore, que j'utilise tout le temps. Et d'ailleurs ça aussi, j'ai fait une vidéo sur comment je nettoie mes trouvailles. Je te mets aussi cette vidéo dans la description ici en bas si tu veux aller voir, si ça t'intéresse par la suite. Alors les crayons André, ce sont des petits crayons comme ceci, tu vois. Donc il y a vraiment des mèches qui sont différentes. Il y a un scalpel en laiton, il y a des crayons en fibre de verre, etc. Voilà, il y a vraiment une gamme assez complète qui va te permettre de venir peaufiner ton nettoyage. Et si vraiment tu as un gros budget, je peux que te conseiller la Money Clean, qui est un étau nettoyage que j'utilise aussi dans les vidéos, donc tu le verras aussi dans les vidéos pour voir comment ça fonctionne, avec une loupe et un éclairage. Et ça, c'est devenu aussi un indispensable pour moi maintenant. Une fois qu'on s'y habitue, c'est difficile de faire sans après. Alors une fois que la trouvaille est nettoyée, eh bien, on a souvent besoin de savoir dans quel métal ça a été fabriqué. Et ça, j'ai une petite astuce pour t'expliquer un petit peu comment identifier le métal de ta trouvaille ou de ta monnaie. Si je prends l'exemple d'une monnaie, eh bien, la première question qu'on va se poser, c'est s'il y a une marque de corrosion sur cette monnaie. S'il n'y a pas de corrosion, c'est de l'or. L'or est un métal qui ne bouge absolument pas dans le temps, donc il n'y a pas de corrosion dessus. Si par contre, on y voit une fine couche de corrosion, il y a une question à se poser, eh bien, c'est de quelle couleur est cette corrosion. Si c'est vert, eh bien, c'est qu'elle contient du cuivre en haute quantité, et donc c'est soit du cuivre, soit du bronze par rapport au poids. Voilà, ça va voir par la suite, mais on part sur du cuivre. Si c'est rougeâtre et qu'il y a de la rouille, eh bien, je te cache rien, on est sur du fer, et ça, c'est souvent le cas des merdouilles. Il y a rarement des beaux objets qui sont en fer rouillé. Si cette patine, donc cette oxydation est dans les tons gris, eh bien on partirait plus soit vers du zinc, de l'aluminium, et si par contre c'est assez lourd, on serait plus sur du plomb. Et alors si on a une patine noire, même si c'est léger, eh bien là on est sur de l'argent. Et de toute façon, si vraiment tu hésites, n'hésite pas à demander conseil sur des groupes de détection de métaux sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que quelqu'un sera très content de pouvoir t'aider. Alors oui, en Belgique, la détection de métaux, elle est encadrée par les services du patrimoine, que ce soit pour la Flandre ou pour la Wallonie. Il te faut donc un permis qui est obligatoire si tu veux pouvoir détecter. Il faut savoir que ce permis, eh bien, si vous êtes français, vous pouvez aussi l'obtenir. Et donc, si vous habitez la frontière, vous pouvez très bien passer de l'autre côté pour venir détecter tant que vous avez le permis, à savoir que vos trouvailles sont censées rester en Belgique. Elles ne peuvent pas passer la frontière. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux systèmes de permis différents. Il y a une réglementation qui est propre à la Wallonie et une réglementation qui est propre à la Flandre. Et donc pour les deux, il va te falloir un permis pour pouvoir utiliser ton détecteur de métaux. À savoir qu'aujourd'hui, tu peux être contrôlé par la police, les gardes-chasse, les gardes des eaux, etc. Donc il vaut mettre en ordre quand on part détecter. Il faut savoir aussi que pour les deux, tu vas devoir déclarer tes trouvailles. Alors sur le terrain, moi j'utilise une application GPS Map Camera qui me permet de photographier mes trouvailles
en m'indiquant les coordonnées GPS. Alors, il y a une petite vidéo de Dig for History que je te mets aussi en description qui explique justement les démarches à effectuer pour pouvoir faire sa déclaration de trouvailles pour la Wallonie. C'est très bien expliqué. Denis est vraiment bien calé dans ce système et je suis sûr en plus que si tu as des questions, il n'hésitera pas à t'aider justement pour tes futures déclarations par exemple. Alors pourquoi c'est important de déclarer ces trouvailles? Eh bien ça permet de pouvoir placer tes objets dans un contexte historique et ça peut très bien servir à compléter des petits bouts d'histoire par exemple qui étaient incomplets ou encore même de mettre en évidence des activités ou des événements qu'on ne connaissait pas comme une bataille par exemple. Si on trouve je sais pas par exemple 500 balles de mousquet dans un champ, eh bien c'est qu'effectivement il y a certainement eu une bataille à cet endroit et donc c'est important justement qu'on puisse le déclarer et que ça puisse être étudié par la suite. Et ce permis en plus il nous permet à nous détectoristes de pouvoir sortir et de pouvoir justement collaborer avec les archéologues et ça je pense que vous amis français qui me regardez aussi, eh bien c'est vraiment un système que vous souhaiteriez pouvoir voir un jour chez vous et d'ailleurs je vous le souhaite vraiment parce que je pense qu'ils ignorent complètement ce qu'ils ont à y gagner en acceptant de faire ce système de permis également chez vous. Adhérez à la FFDM. Alors c'est bien beau tout ça, mais tu te demandes sûrement comment on fait pour obtenir ce fameux permis, ce Saint Graal. Alors en Wallonie, la détection de métaux, elle est encadrée par l'AWAP, et donc c'est l'Agence Wallonne du Patrimoine. Et donc avant de débuter la détection de métaux, tu vas devoir faire une demande afin d'obtenir ce permis. Il faut savoir qu'il coûte 40 € par an, qu'il est valable durant un an et donc il faut le renouveler après un an. Pour obtenir ce permis, tu dois suivre une séance d'information qui dure 2 heures, qui est quand même intéressant parce qu'elle t'explique vraiment un petit peu comment tu vas devoir faire pour déclarer tes trouvailles et justement aussi l'utilité que ça a avec des exemples concrets de déclarer tes trouvailles. Pour la Flandre, le système est complètement différent. Le permis est gratuit et il est valable toute ta vie. Pour l'obtenir, il suffit de faire une demande par mail en y joignant un extrait de casier judiciaire vierge bien sûr et un formulaire que tu pourras trouver également sur leur site. Et ça à nouveau, je te mets les différents liens dans la description de la vidéo. Alors quelques petits conseils pour ta première sortie détection. Une fois que tu as un son qui te paraît stable, eh bien il est important de toujours tourner autour de sa cible en continuant à passer le détecteur au-dessus pour écouter que le son reste bien stable. Si tu as un son, imaginons, je sais pas, un son médium ou un son aigu par exemple qui va sonner à 25, eh bien tu vas tourner autour de la cible et là si tu vois que le son commence à être assuré ou descend dans les très graves, eh bien c'est que tu es sur du fer. Toujours bien balayé avec le disque parallèle au sol et surtout le plus proche du sol possible. Si tu as constamment des sons et que ton détecteur te donne l'impression de sonner complètement partout, diminue ta puissance jusqu'à ce que ces parasites disparaissent. Tu es peut-être soit sur un sol qui est fort minéralisé et donc là tu auras des faux signaux un peu partout, ou par exemple proche d'une clôture électrique ou de câbles électriques ou encore d'habitation. Mais certains détecteurs comme mon Equinox par exemple sont équipés de Noise Cancel. C'est un petit bouton qui va permettre de justement supprimer, de se calibrer sur les interférences ou les pollutions magnétiques qu'on pourrait avoir. Dans un premier temps, creuse sur tous les sons. Ça va éduquer ton oreille et ça va te permettre de pouvoir t'habituer aussi au son que fait ton détecteur et de pouvoir directement identifier si c'est une mauvaise cible ou une bonne cible. Quand tu as un doute sur un objet militaire par exemple, comme un obus ou des munitions, tu arrêtes de creuser, on ne touche pas et on prévient directement les services compétents, c'est-à-dire la police. N'hésite pas non plus à placer quelque chose pour indiquer où cet objet potentiellement dangereux peut se trouver pour éviter que quelqu'un d'autre n'y aille, n'y marche, etc. Il y a déjà eu énormément d'accidents avec des obus ou des munitions de la Seconde Guerre mondiale ou même de la Première Guerre mondiale et malheureusement parfois ces accidents peuvent être mortels et donc il faut toujours rester très vigilant quand on va creuser et quand on va sortir nos cibles du sol et surtout ne pas prendre de bêtes risques. Toujours reboucher ces trous, il ne faut pas laisser de traces de ton passage. Parce que je peux te dire que l'agriculteur, tu es sûr qu'il va te refuser les prochaines autorisations s'il voit que tu as été faire des trous partout dans ses pâtures. Et alors bien entendu, reprendre tous les déchets que tu trouves. Et alors mon dernier conseil, prends du plaisir. Prends le temps parfois de te poser comme ça, de voir un petit peu le paysage, le décor, le contexte. Bref, vraiment profiter de ce moment qui est simple mais qui fait du bien. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet que possible. Je suis sûr que j'ai oublié des choses que j'aurais peut-être pu rajouter. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu me laisses un petit commentaire, un petit pouce bleu bien entendu. Et si t'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien, j'ai envie de dire,
Il n'y a plus qu'à. Sur ce, je te souhaite une bonne détection. Si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas à les mettre en commentaire ou encore sur Facebook à Crise Détection ou encore sur Instagram. Je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Ciao.